Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation est certainement du côté de Kouroussa. Vous nous écoutez sur la 95.7 sur Djoliba FM. Et si vous êtes à Farana, vous nous écoutez sur Bambou FM. À Zérékoré, vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt, comme d'ailleurs sur toutes nos antennes régionales, que ce soit à Boké sur Radio Espace Kakandé, mais aussi à Kindia, la capitale des agrumes, sur Radio Espace Kania. À Mamou, vous nous écoutez chez Alpha Mamoudou sur Radio Espace Mamou et chez Prince Diallo du côté de Kankan sur Radio Espace Kankan. Dans le Nabaya, merci de votre fidélité. Je n'oublie pas l'abbé sur Radio Espace Fouta. Merci d'être là et de participer, de continuer à interagir sur les sujets ici débattus. La Guinée en pleine transition, nous en parlions avant de partir pour la pause pour cette troisième partie, l'occasion de poser le débat sur l'avenir du pays qui pratique depuis des décennies un régime présidentiel fort. Un certain nombre de chercheurs font le bilan de cette gouvernance concentrée dans les mains d'un seul homme. Sans hésitation, il parle d'échec. Le Centre international de recherche et de développement a rassemblé plusieurs contributions qui présentent les avantages de plusieurs régimes possibles. L'idée est d'aider à la réflexion en vue d'opérer des changements majeurs dans la prochaine constitution. Nous en parlons ce matin avec Dr Safiatou Diallo, historienne, enseignante, chercheur et fondatrice du CIRD. L'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale limogé jeudi dernier reste toujours dans les locaux de la brigade des investigations judiciaires. Au dire de son avocat, Dr Fodé Cissé, poursuivi pour détournement de fonds, n'est toujours pas présenté à un juge. Ce après 11 jours de détention, j'y arrive. Il parle de violation de la procédure en matière de garde à vue. Maître Pana Emmanuel Bamba, nous allons essayer de le joindre pour comprendre les problèmes que traverse donc son client. Mais d'abord, peut-être quelques petits messages qui sont tombés sur nos différentes plateformes avant de donner la parole à notre invité. Nous partons avec ce premier message qui est tombé sur comme SMS. Bonjour Diadia, c'est Adi le Guinéen. Force est de constater qu'il y a beaucoup de kidnapping d'enfants et d'adultes dans Conakry. Nous interpellons l'État sur ce sujet qui est devenu récurrent. Je pense que M. Bachir, il veut certainement parler du ministre de la Sécurité, doit perquisitionner toutes les maisons vides de Conakry pour traquer tous ces cannibales. Voilà, il le dit, a dit le Guinéen. Nous partons avec cet autre message qui vient de tomber à l'instant. Bonjour Diadia, que le CNRD, c'est Corboya Baldé qui nous écrit, que le CNRD laisse mon père spirituel pour aller se soigner. C'est humanitaire, c'est dans l'intérêt de la paix sociale. Corboya Baldé donc qui nous envoie ce message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions, cette fois avec Maki de Dar es Salaam. Bonjour Diadia National, c'est regrettable que pendant 11 ans de gestion, aucune infrastructure sanitaire digne de nom n'ait été construite par Alpha Condé, mais si c'était de santé, bon, si l'état de santé voilà, de l'ancien président nécessite une évacuation, le CNRD doit le faire. Mais il faut l'inculper d'abord. Voilà, c'est l'avis de Maki Premier, vice-coordinateur de Sikora, qui nous envoie ce message. Nous partons cette fois avec Alpha Moussaya Makadiabi. Bonjour Madame Hiro. Je rappelle à Antoine qu'on peut tomber malade en moins de 24 heures. C'est pas parce qu'il y a 2 mois que le président Alpha Condé riait qu'il ne peut pas tomber malade dans ces derniers jours. Alpha Moussaya Makadiabi donc qui nous envoie ce message. Nous partons cette fois avec Sinani. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des Grandes Gueules. Je pense que le procureur général doit aider ces gardes pénitentiaires grévistes auprès des autorités judiciaires dont lui-même fait partie pour satisfaire à leurs demandes. Les gardes pénitentiaires souffrent trop dans ce pays. C'est pourquoi il y a trop d'évasion dans nos différentes prisons. C'est donc, comment on appelle... Voilà, c'est Sinani qui nous envoie ce message. Bonjour Diadia, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. La justice est dans un coma profond qui risque de ne pas se réveiller tôt. Le Guinéen est hostile au changement. Bienvenue aux Canadiens. Les paresseux ont qu'est-ce qu'il dit? Les paresseux ont peur tout court. Voilà, c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia qui nous écrit ce message. Alpha Ousmane de l'Abbé, notre collègue qui envoie cet autre message. Bonjour, parfois
les détenus, c'est les détenus qui partagent leur repas avec les gardes pénitentiaires. C'est ce dont on parlait donc le sujet précédent. Nous continuons avec notre invité. Antoine, c'est toi qui posais la dernière question. Oui, la question, avant de la poser, on réitère nos félicitations à Madame Ducirde pour ce travail abattu, parce qu'on en a besoin dans ce pays. On accuse parfois les chercheurs de ne pas faire leur travail, parce que souvent, le débat est beaucoup plus dominé par la politique et par les tensions inutiles, alors que de tels travaux sont recommandés. Alors, parlant de cette question posée pour la compréhension des auditeurs... C'est bien de recommander, mais que l'État joue son rôle. Les recherches aussi, c'est l'argent. Oui, pas gratuit. Ils n'ont pas eu besoin de l'apport de l'État pour faire ce travail-là. Ça dépend. J'ai dit que l'État aussi se bouge. On peut pas toujours là, voilà. On peut aussi initier des recherches. Vous allez bloquer la question. Voilà. Il fallait s'y attendre. C'est Antoine qui pose question. Dans un pays sérieux, il y a des fonds alloués à la recherche. Pour ce qui est lié à la question que je posais tantôt pour la compréhension des auditeurs, je demandais au cas par cas par rapport à vos propositions. Pour le premier cas, vous demandiez l'élection d'un président au suffrage universel, d'un premier ministre au pouvoir renforcé et confirmé par le Parlement. Ça signifie quoi? Alors, je vous remercie. Je souhaiterais juste revenir avant de vous répondre sur la recherche. C'est vrai qu'il y a de la recherche qui se fait. Il n'y a pas de moyens, assez de moyens pour la recherche. Et parfois, on n'a pas besoin de trop de moyens pour faire de la recherche aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs combinés qui peuvent nous permettre de faire de la recherche ou des facteurs qui peuvent nous empêcher de faire de la recherche. Pour ce qui est de ce cas-là, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas eu besoin de moyens pour le faire. Il y a toujours un moyen. Dans la recherche ou dans la formation, il y a toujours quelqu'un qui paye. Parce que ce n'est pas gratuit. Alors, même si les chercheurs, ils ont réfléchi, ils n'ont pas demandé de l'argent pour écrire ce qu'ils ont voulu écrire, mais il fallait le cadre. Il fallait un minimum de prise en charge pour que ces journées-là fonctionnent. Et là, c'est le CIRD qui l'a pris en charge. Je rappelle que ces réflexions-là, ce sont les réflexions d'un ensemble de chercheurs. Donc, le CIRD a servi de cadre. Les structures ne faisaient pas partie de la réflexion. Ce sont des personnes physiques, parce qu'on a pris des universitaires de Symphonia, de Gamma, voilà, ce sont des personnes avec leur titre parce qu'il faut signer, il faut assumer ce qu'on dit. Maintenant, en revenant sur votre question, il y a plusieurs propositions, ne serait-ce que sur le régime présidentiel dans ce document-là. L'objectif, c'est d'ouvrir le débat. Tout à l'heure, je disais à votre collègue, mais c'était hors micro. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé de prendre ce qui fonctionne ailleurs. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas toujours. Parce que nous avons nos réalités. L'objectif, c'est qu'on prenne, s'il faut réécrire le tout aujourd'hui, s'il faut prendre un peu aux États-Unis, un peu en France, un peu en Suisse, un peu en Belgique, pour en faire un tout, l'adapter à nos réalités ici, il faut le faire. Parce que l'objectif est que ça fonctionne. Est-ce que c'est important de prendre toujours ailleurs? Si ça marche, oui. Mais vu nos réalités en Guinée, ce régime présidentialiste aujourd'hui ne peut pas fonctionner tel qu'il est. C'est pourquoi il y a tout ça. Ce n'est pas que cette proposition. Il y a plusieurs propositions. Donc, si je me mets à les commenter une par une, on passera toute la journée. Non, mais ok, on est d'accord avec ça. Mais comme Ruby le disait, associer peut-être d'autres chercheurs à l'international, ça ne veut pas forcément dire que les Guinéens ne peuvent pas réfléchir à la question. Mais quand on prend par exemple la présidence tournante, on sait que dans certains pays, ça n'a pas du tout donné. Notamment au Nigeria, je pense qu'il y a eu des problèmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut encore répéter les mêmes expériences ici, sachant que ça peut nous amener à des problèmes? Je n'ai pas dit de répéter des expériences qui ne fonctionnent pas. J'ai dit de prendre dans ce qui fonctionne, de l'adapter à nos réalités pour en faire un tout. Mais qui vous en peut avez fait la fonctionner. proposition. On a fait plusieurs propositions. C'est de prendre les propositions-là, de l'adapter encore une fois à nos réalités. Quand vous prenez... vous savez, je suis contre cette idée qui dit que la Guinée est une famille. Là, il ne faut pas surtout décontextualiser. Mais je pense que la Guinée est une nation, la Guinée est un État, c'est un territoire, acceptons-le comme ça. Et que les ethnies doivent être des atouts. Mais il faut en tenir compte. Donc peut-être chez eux ça n'a pas fonctionné parce que il y a des réalités qu'ils ont omis. Et aujourd'hui ici nous ne pouvons pas mettre en place un régime, quel que soit le régime, sans tenir compte des ethnies, sans tenir compte de nos valeurs, sans tenir compte de nos réalités. Alors qu'est-ce qui vous a amené d'abord à ce choix et comment, s'il fallait mettre en pratique, comment il faut le faire? Mais de quel choix parlez-vous? Je parle par exemple de la présidence tournante.
Mais il n'y a pas que ça. Non, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Oui, quelqu'un a fait une réflexion sur la et voilà, et c'est pas moi. Donc je peux vous dire, c'est pas moi et je ne peux pas être redevable des propositions des chercheurs. C'est pourquoi c'est un document de synthèse. Dans ce cas, les réflexions répondaient à quel besoin? C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous allé à faire des recherches pour aboutir à un tel résultat? Est-ce qu'il y avait un constat fait sur le terrain de problèmes déjà constatés? Mais c'est clair. Bien sûr. Lesquels? Attendez, je pense que nous sommes tous conscients aujourd'hui du problème guinéen. Pourquoi il y a eu un coup d'État déjà? Parce qu'appelons un chat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Comment on est arrivé à ce système-là? On est tous conscients qu'il y a un problème ou des problèmes dans ce pays-là et que le système qui est là, il n'a pas très bien fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut aller avec vous, vos propositions, votre propre proposition dans sur ce le régime document? politique, puisque peut-être vous ne commenterez pas les propositions de vos collègues chercheurs, mais vous, votre propre proposition, c'est quoi? Et quels sont les avantages que vous tirez là-dedans pour la Guinée? Et pour renforcer la question de Jacques, parce que à lire ce que Antoine vient de rapporter, moi je ne vois pas de nouveauté dans les propositions des chercheurs. On parle de régime présidentiel, de régime parlementaire, de régime mixte. Bon, bref, tout ça là, c'est pas une nouveauté. Dans le contexte guinéen, dans le contexte guinéen, c'est voilà. En quoi c'est pas une nouveauté? Non, mais en fait, c'est un modèle occidental. Oui. Ce sont des réflexions qui sont tirées de la pratique démocratique importée de l'Occident. Donc, c'est pas une nouveauté. Donc, moi, je voudrais une réflexion. Et la présidentielle que nous avons aujourd'hui, c'est une... La présidentielle... Le régime présidentiel que nous avons, c'est un régime qui est guinéen. C'est un régime oui, mais importé. justement, d'où la question pour renforcer celle de Jacques. Pourquoi ne pas africaniser en quelque sorte cette réflexion la royauté pour sortir un peu des sentiers battus? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez africaniser? Parce que depuis que je suis là, je dis qu'il faut prendre ce qui a fonctionné. Moi, je ne suis pas contre la démocratie. De prendre ce qui a fonctionné ailleurs, de l'adapter à nos réalités internes. Parce qu'on ne peut pas réussir sans tenir compte de nos réalités. On ne peut pas imposer à un pays un système parce qu'il a fonctionné ailleurs. Un système qui est le fruit d'un processus de plusieurs siècles, l'importer et l'imposer sans tenir compte des réalités et vouloir que ça fonctionne. La question de Jacques, qu'est-ce qui selon vous pourrait être adapté à la situation guinéenne et qui pourrait potentiellement bien marcher? Je pense qu'on a un problème de compréhension. Oui. Parce que ce que je vous présente là, si vous aviez peut-être eu le temps, parce que vous ne l'avez pas eu, le temps nécessaire de parcourir ce document, vous comprendrez qu'il y a eu plusieurs propositions. Et ce n'était pas à nous de dire ce jour-là, quand 30 chercheurs se réunissent et qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées, de dire voici ce qui va fonctionner, on va l'imposer à qui? Justement, on est contre qu'on nous impose quelque chose, parce qu'il faut prendre ce qui fonctionne, l'adapter ici. Maintenant, la question, ce n'est pas de prendre tout, mais peut-être que vous avez contribué. Qu'est-ce que vous sur votre contribution? Voilà, je veux venir sur vous me parlez de ma contribution. Alors, moi, j'ai fait une contribution peut-être qui certains m'ont dit que c'est jamais adaptable dans ce pays-là. Moi, oui, peut-être, mais c'est une contribution que j'assume. Mais on veut savoir. Voilà, donc ma contribution, c'est de renforcer les régions. Moi, je suis d'accord avec le fédéralisme, s'il est contrôlé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut importer le régime américain pour ici, ou le régime de la Suisse ou de la Belgique ici, parce qu'on va tout de suite me dire oui, mais il y a des tares, il y a des failles dans ces régimes-là. Mais pourquoi ne pas réécrire? Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à parler d'un régime qui, en réalité, ne s'occupe que ceux qui sont au centre et un peu dans les périphéries, et ne pas renforcer nos régions et vouloir que ça fonctionne. Regardez aujourd'hui l'état de nos régions. On ne peut pas imaginer. Que devrait-on faire? C'est de renforcer les régions. Comment on les matérialise? À leur tête, à leur tête, les gouverneurs des régions ne doivent pas, les gouverneurs des régions, à mon avis, ne doivent pas être nommés. Ils doivent être élus au suffrage universel. Alors d'où ma question. C'est important, Ruby. Permets qu'elle finisse. Allez-y, madame. Par rapport au gouvernement. Non, mais allez-y.
C'est important, elle était sur une bonne lancée. Justement, je veux continuer sur la même lancée en posant une sous-question. La mise en place des régimes, c'est certes la finalité, c'est la finitude, mais le modèle qui va conduire à la mise en place de ces régimes-là, c'est généralement les élections. Alors, quel type d'élection il faut d'abord adopter en Guinée pour pouvoir arriver à ce dont vous parlez? Oui, parce que là, nous étions sur les régions. Justement. Allez-y sur les régions et revenez sur la question de régime, s'il vous plaît. Madame Yaro, si vous permettez, si vous commencez à rejeter les questions, ça devient difficile. Les autres ont le loisir de le faire, pas moi. Alors, j'insiste là-dessus. Vous parliez du suffrage universel. Le suffrage universel suppose une élection nationale. Alors, vous parlez des... On peut la rendre locale. Justement, comment le faire? Comment le réduire au niveau local? Au niveau de la région? Oui. Alors là, je pense que c'est ceux qui sont en charge des élections qui sachent comment on organise. Est-ce que chaque région est tributaire de l'organisation de bout en bout de l'élection pour élire le gouverneur qui va diriger cette région? Ou alors, chaque région est tributaire d'une élection nationale pour élire le gouverneur qui va diriger une région? C'est là la question. Oui, parce qu'il y a la responsabilité vis-à-vis du président de la République. Ont-ils leur indépendance totale? Il y a le système, je crois, congolais. Les élections sont nationales, mais dans chaque région, on élit le gouverneur. Est-ce que c'est ce type c'est ce système que vous proposez pour la Guinée? Moi, personnellement, c'est un peu ce système-là qu'il faut adapter. Encore une fois, je reviens sur l'adaptation à nos réalités. Alors là, il faut réécrire. En fait, il faut réécrire aujourd'hui. Il faut prendre un peu dans ce qui a fonctionné, on l'adapte ici. D'accord. Donc, en fait, vous ne réinventez pas la roue, vous ne faites que plaquer certains pans de régime sur nos réalités. Excusez-moi, on est en 2022. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse réinventer la roue. En tout cas, moins qu'elle soit carrée. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on ne peut pas partir d'un système ou de tout ce qui existe sans voir qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi ou il y a quelque chose qui a été fait. Alors, quel est difficile. Alors, si vous êtes inspiré, si vous avez fait cette proposition, ça veut dire que vous êtes forcément inspiré d'un résultat qui a porté selon vous. Quel est le pays où ça a bien marché, qui vous a inspiré à faire ce genre de proposition en Guinée? Quel est le pays où ça a marché selon vous, ce genre de système? Je ne peux pas vous dire qu'il y a un pays qui a tout a fonctionné. C'est impossible. On ne l'a pas trouvé. Moi, je parle personnellement. Mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? On va rester éternellement dans cette transition ou on va continuer sur le régime qui existait? Et nous, on est parti du principe. Quand le président de la République, il a tous les pouvoirs, il nomme le ministre. Il nomme en même temps les directeurs. Le ministre et son directeur, comment ils vont fonctionner dans le même bureau, dans la mesure où c'est même pas lui qui a nommé son directeur? Il y a des cas, mais ça fait partie des textes des régimes présidentiels. Le président, il a tous les pouvoirs. Comment aujourd'hui arriver à réduire? Ça peut ne pas fonctionner. Comment arriver à réduire le pouvoir du président sans l'affaiblir totalement? Parce qu'il faut un chef. Comment arriver aujourd'hui à réduire le pouvoir du président, parce que c'est le plus simple, et renforcer l'autonomie des régions pour qu'on n'assiste pas à l'exode qu'on a aujourd'hui, parce que tout le monde se considère qu'il ne peut faire quelque chose, c'est quand il est dans la capitale, parce que c'est là où on peut avoir l'eau, c'est là où on peut avoir l'électricité, c'est là où on peut avoir un marché. Comment aujourd'hui arriver à mettre des garde-fous pour qu'un président ne se prenne pas pour un dieu sur terre, sur un peuple, et soit permis de tout faire, qu'il se sente permis de tout faire, en atteignant un peu ça et en renforçant les régions? Au fait, l'objectif, c'est d'arriver à ça, et je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous des Guinéens et on est d'accord qu'il faut... Est-ce qu'il s'agit dans votre réflexion d'aller jusqu'à créer des gouvernements locaux, des gouvernements régionaux, c'est-à-dire sous le gouverneur qu'on ait des personnes à l'image du pouvoir central qui s'occupent de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc., ou alors le gouverneur, il va être le chef de la population, mais il regarde le pouvoir central pour, n'est-ce pas, les différents services. Il faut donner des vrais pouvoirs aux gouverneurs. S'ils doivent faire quelque chose, s'ils doivent avoir un résultat, il faut qu'ils aient un pouvoir de travail, de construction. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un un résultat sans lui donner la latitude, le pouvoir et les moyens de travailler. Donc il faut, quand je dis renforcer le pouvoir de ces gouverneurs-là, oui, il faut, c'est pas en théorie, c'est en pratique. Ils ne sont pas là à regarder une population ou à aller à des affaires sociales. Ce n'est pas ça leur rôle. C'est développer le
le pays. Donc, il faut qu'il y ait un système qui leur permet aujourd'hui d'accéder à des moyens pour pouvoir développer les régions. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas continuer à ne pas accepter que ces régions aujourd'hui... Cela suppose par exemple que la gestion de la manne financière par région soit une gestion autonome, que l'État n'ait pas de regard. Ça veut dire que le gouvernorat, par exemple, dirigé par un gouverneur, gère toute la manne financière générée par le gouvernorat et peut-être ou alors obtient les subventions de l'État à hauteur d'un certain niveau en fonction des besoins de ces régions-là et réinvestit, mais rend compte là-haut, c'est ça? Ou alors est totalement libre? On peut ne pas, on peut, tout comme on peut ne pas. C'est pourquoi on parle... À l'image des communes c'est pourquoi on parle d'écrire. C'est pourquoi on parle de réécriture. C'est pourquoi on parle d'adaptation. C'est-à-dire, on n'est pas là à dire, on n'est pas en train de dire qu'on propose quelque chose parce qu'on est sûr que ça va fonctionner. Non, on vous comprend très bien. On est en train juste de pousser la réflexion. De pousser la réflexion sur le vrai pouvoir, le modèle, oui. Le vrai pouvoir des gouverneurs. Aujourd'hui, d'où vient l'argent? Est-ce que ces gouverneurs ont la possibilité d'avoir les moyens à l'intérieur de ces gouvernements-là? Dans notre type de régime, l'argent vient de l'État central. Donc, alors désormais, est-ce que vous voulez que ces régions, nos régions, par exemple, quand je prends la région de Labé, la région de Kankan, Zérékoré, avec le gouverneur à la tête, soient des régions autonomes et que l'argent généré dans ces régions-là, à travers les activités, quelles que soient, les usines, les trucs, les mines, etc., ne soit pas reversé dans une caisse centrale au niveau de l'État central, mais soit directement géré au niveau local. Ça ne peut pas fonctionner à partir du moment où c'est quand vous parlez des mines, c'est la principale ressource. Prenez des régions qui n'ont pas de mines dans ce cas. Et comment on va faire? Justement. Donc il faut absolument qu'il y ait une gestion au niveau central qui permet aujourd'hui une redistribution. Donc des subventions à des régions. Ou une redistribution, je ne dirais même pas une subvention, mais une redistribution aujourd'hui de cette manne financière-là sur des projets concrets dans les différentes régions. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui les recettes de la bauxite de Kamsa doivent être absolument pour la région de Boké. Pour la région de Boké, sinon on ne s'en sortira pas. Et alors comment on va faire pour des régions qui n'ont pas on est un peu dans le même type. C'est vrai que je ne vois pas trop de différence comme le disait Djibril. On est un peu dans le même type parce qu'aujourd'hui on sait très bien que l'État a pour seule vache laitière les mines qui apportent la plus grosse subvention et après je crois c'est le port qui apporte la plus grosse subvention et après ce sont les instances internationales à travers leurs crédits et c'est cet argent-là qui est évidemment redistribué sauf que mal redistribué. Donc est-ce que si nous restons dans ce système-là, toutes les régions ne vont pas se faire nourrir par Boké? Mais attendez, quand vous dites, oui, c'est normal dans ce cas. L'usine est où? On a investi où? C'est normal que ces régions soient nourries par Boké. Donc les autres vont rester tranquilles assis pendant que Boké envoie l'argent? Justement, il faut leur donner la possibilité. Je pense qu'en autonomisant plutôt les régions à travers la création des ressources, chacun a des valeurs. La région forestière, il y a l'agriculture. On peut imposer un modèle de développement agricole sur le terrain qui génère bien évidemment la manne financière qui permet la redistribution au niveau de la forêt. En Haute-Guinée, il y a l'élevage. En Moyenne-Guinée, il y a l'élevage. On peut bien évidemment créer... En Haute-Guinée, il y a le coton. Donc chaque région a sa richesse, a sa réalité économique. Est-ce que ces réalités économiques-là ne doivent pas plus être développées que s'asseoir et regarder que Boké amène la bauxite au port? Je pense qu'on ne se comprend pas. Je pense pas, je ne vois pas. Même si on n'est pas chercheur, je ne vois pas une personne qui puisse imaginer quand on parle de développement d'une région qu'on ne parle pas de ce qui existe. Là, on était en train de parler des gros moyens et vous me parliez des mines. Toutes les régions de la Guinée, chaque région de la Guinée a une spécificité, a ses richesses, a ses ressources. Donc, il faut partir de ce qui existe. Mais aujourd'hui, il y a une caisse centrale. Quelque part, elle existe cette caisse. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les recettes minières doivent être simplement pour la région minière, sachant que ce sont des recettes de l'État, ou est-ce que ces recettes-là peuvent servir pour construire, démarrer d'autres activités génératrices, démarrer d'autres projets dans les autres régions? Voilà. Bien, docteur Safiatou, je voudrais bien qu'on élargisse la question. Ben, avant de poser ma question, je voudrais mettre un bémol à ce que vous disiez tantôt. Vous avez dit tantôt, en tant que chercheur ou chercheuse, qu'on ne pouvait pas réinventer la roue. Sauf que vous évoluez dans un domaine scientifique qui est, par définition, sujet à évolution. Donc,
quand vous parlez comme ça, vous considérez les propositions que vous avez faites et qui sont issues pour la plupart du modèle occidental. Je considère cette façon de parler comme si vous considérez, n'est-ce pas, la réflexion occidentale comme étant l'horizon indépassable. Donc, alors que vous êtes évidemment chercheur, donc vous pouvez par vous-même aller sortir des sentiers battus et aller au-delà de la réflexion que vous avez proposée. Donc, je pose ma question. Après, vous aurez le loisir de me répondre, madame. Je ne veux pas oublier, c'est tout. Voilà. Non, vous n'allez pas oublier, j'en suis certain. Vous n'allez pas oublier. On parle d'élection. Qui parle d'élection parle aussi des contre-coups de l'élection. Je parle des résultats. Parce que les élections en Afrique, plus globalement et plus spécifiquement en Guinée, ce sont des élections qui sont conflictogènes. C'est-à-dire que les résultats sont souvent contestés. Ces contestations se traduisent parfois par des manifestations de rue qui se soldent par des morts. Comment éviter à l'avenir que les élections, je ne dis pas qu'il y a des élections dans le monde chimiquement pures, mais comment éviter à l'avenir qu'on ait des élections qui soient le moins contestables possible, madame? Je vous remercie et je vais revenir sur votre bémol dans ce que j'ai dit. Vous avez prononcé deux mots, évolution et inventer la roue. Et vous pensez que ce n'était pas cohérent dans ce que je disais. Alors vous me disiez qu'on ne peut pas, je dis qu'on ne peut pas réinventer la roue, et nous sommes dans un métier où il faut évoluer. Est-ce que vous comprenez bien évidemment la définition de ces deux mots? L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, aujourd'hui, l'évolution ne signifie pas inventer la roue, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas, c'est même pas la même chose. Hein. Voilà, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on évolue, je veux dire, l'évolution, c'est pas inventer la roue forcément. Il y a quelque chose qui existe. Il y a une base qui existe. Est-ce qu'on part de l'existant? Et aujourd'hui, pourquoi on va se creuser nos méninges pour inventer quelque chose qui n'a jamais existé? Si ça peut fonctionner. Attendez, eux, ils l'ont fait. Pourquoi pas vous? C'est possible. Oui, mais vous pouvez, excusez-moi d'utiliser cette expression. Non, on n'est pas médecine. En matière de recherche, on n'est pas médecine. Madame Yero, vous conviendrez avec moi. Eux, ils se sont triturés la cervelle pour produire quelque chose. Mais il faut pas mélanger aussi. On n'est pas dans l'aéronautique, mon frère. Écoutez, je pense que nous sommes dans un processus de transition. Vous imaginez aujourd'hui aller voir tous les acteurs de la transition pour dire: ne prenons ni un régime présidentiel, ni un régime parlementaire, ni un régime semi-parlementaire, ni tout ce qui existe. Mettez tout à plat et peut-être déclencher une réflexion sans qu'on ne puisse prendre tout ce qui existe. Alors là, moi, je vais avoir la réflexion de l'historienne que vous êtes. Parce que nous n'avons pas commencé par le régime présidentiel, le régime parlementaire en Afrique. L'Afrique a existé. L'Afrique avait sa façon de gouverner. Donc il y a toujours quelque chose qui a existé. D'accord. Mais on suppose que ça nous ressemblait au moins. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que votre réflexion peut aussi partir de là, que de partir tout simplement de ce qui a commencé pendant la colonisation? Même si nous prenions l'exemple sur le Fouta traditionnel, par exemple, la façon dont les dieux étaient gérés, il y avait une sorte d'alternance. Est-ce que là, c'est partir de quelque chose, on peut partir de quelque chose une alternance à Viternam. Une alternance à Viternam, madame Yero. Oui, c'est une alternance. Oui, mais à Viternam. Et vous savez, quand vous parlez... On peut l'écrire et l'adapter. Hein. Vous parlez de l'histoire, elle l'a dit. Oui, mais partant de quelque chose toujours. Parlons de l'histoire. Dans le document, vous trouverez aussi qu'il y a des gens qui ont fait une proposition d'alternance, en parlant des ethnies dans ce cas. D'accord? Qu'il y ait une alternance, par exemple, des régions au niveau du pouvoir central. Voilà, il y en a qui ont fait ça. Mais si vous voulez comprendre l'histoire, quand vous parlez du Fouta ancien, le Fouta théocratique, c'était l'empire du Fouta théocratique avec ses limites. Sauf que depuis 1900,
Le Fouta théocratique n'existe pas, le royaume du Wassoulou n'existe pas, les autres n'existent pas. Nous avons un territoire qui s'appelle la Guinée. En fait, quand je parle du Fouta théocratique, c'est pour parler de l'alternance. Évidemment, on peut élargir parce qu'à l'époque, comme on le disait, c'était pratiquement entre deux familles, les Soria et le bicéphalisme. Voilà, c'était le bicéphalisme. On peut élargir parce que la Guinée, quand même, c'est tout un Aujourd'hui, on a plus de 1000 familles peut-être. Il y a combien d'ethnies? Élargir. Le problème, c'est qu'à Haute-Guinée, c'est pas ça. Non, c'est pour vous parler. Qui va se poser comme problème. C'est pour vous parler de l'idée d'alternance. C'est surtout l'idée d'alternance parce que c'est ce qui pose problème aujourd'hui en Guinée. L'idée d'alternance. D'accord. Vous pensez, alors c'est un autre ça pose, excusez-moi, ça pose plus, la Guinée a plusieurs problèmes, de toute façon on le sait. Et on ne peut pas les résoudre ici tous. Mais on ne peut pas aussi nier qu'il y a des réalités et que la Guinée d'aujourd'hui n'est pas le Fouta de 1896. On le sait. Donc la Guinée d'aujourd'hui, c'est un territoire qui a subi la colonisation, c'est un territoire qui a subi l'indépendance, qui a changé, et que notre langue nationale aujourd'hui, c'est le français. Et notre système de gouvernance, c'est la démocratie. Il y a des éléments, on ne peut pas nier. Et il y a des choses... Une soi-disant démocratie, parce qu'on a des problèmes à cause de l'alternance. La démocratie respire. Mais chez nous, les gens arrivent au pouvoir, ils ne veulent pas partir. C'est là le gros problème que nous avons. Voilà, mais dans cette alternance-là, quand on renforcera la démocratie, on n'aura pas de problème d'alternance dans ce cas. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui parler d'alternance, le bicéphalisme qui était au Fouta, aujourd'hui dans le régime central de la Guinée. C'est pas possible. C'est pas possible. On parle d'alternance, je ne veux pas dire de... Mais c'est de l'alternance démocratique. C'est de l'alternance démocratique. Voilà, l'alternance démocratique, mais pas régionale. Pas régionale. Voilà, donc cette alternance démocratique, il nous faut en finir aujourd'hui avec la mauvaise gouvernance. Il faut résoudre les problèmes de cette mauvaise gouvernance pour arriver à une démocratie qui fonctionne et qui nous permettra d'aller vers l'alternance. Je reviens sur votre question. Vous avez parlé d'élections. Si vous avez parcouru le document, il y a eu deux questions qui ont été posées dans 2 journées différentes. La première question, c'est quel régime politique pour la Guinée? La deuxième question, c'est comment arriver à des élections libres et transparentes et apaisées. Parce que nous savons aujourd'hui qu'on a toujours des problèmes après les élections. Mais je pense que ces deux questions qui sont fondamentales pour cette transition, ces deux questions qui sont liées. Ça vous êtes d'accord? Comment y arriver? Comment y arriver? Nous avons fait des propositions. Il faut aujourd'hui renforcer l'état de droit. Il faut aujourd'hui voir comment mettre en place une structure de gestion des élections. Aujourd'hui, il n'y a même pas de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement, il y a tout un processus, il y a des préalables. Il y a des préalables. Non, ce n'est pas une affaire de moulin. Oui, mais vous parlez de structure. Madame Miero a raison, vous me tendez la perche parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... c'est même un point d'achoppement entre le gouvernement et la classe politique. On pencherait plutôt pour le choix du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour l'organisation des élections. Et quand on connaît le passé politique de la Guinée qui a connu plusieurs crises de confiance, d'où d'ailleurs la création des CENI qui sont très largement contestées, qui sont aussi contestées que le ministère lui-même. Aujourd'hui, quelle structure de gestion des élections vous nous préconisez pour éviter demain qu'on ne retombe dans les travers des lendemains d'élections qu'on a connus par le passé? Vous savez, si c'est pour mettre en place des structures, la Guinée est très forte. Vous venez de rappeler que c'était le ministère qui organisait les élections. Mais parce que ces élections ont été contestées par toutes les parties prenantes, et on est arrivé à la mise en place d'une structure indépendante. Entre guillemets, est-ce qu'elle est indépendante ou pas? Vous venez de dire encore qu'elle est contestée et que ses travaux sont contestés. Donc, on va mettre encore en place une autre institution, encore une autre et encore une autre. La Guinée a quel problème? Est-ce qu'on a un problème de structure ou on a un problème d'hommes? Parce que ce sont les hommes qui font ces structures-là. Ce sont les hommes qui font fonctionner ces structures-là. Donc, au lieu d'aller de création de structure en structure, il faut mettre en place des hommes intègres, capables aujourd'hui de conduire des élections libres et transparentes. Et surtout, il faut qu'il y ait un système d'accompagnement par tout le monde, par les médias, par tout le monde, pour qu'on arrive à sécuriser un vote dans ce pays. Mais il y a des préalables déjà pour aller aux élections. Voilà. Dans les conditions actuelles, on ne peut pas aller aux élections et avoir des élections transparentes, ça vous le savez. Voilà. Finalement, c'est quoi la finalité
Avant-dernière question. De ce travail. Est-ce que c'est une proposition qui sera soumise au CNRD par rapport à l'écriture éventuelle de la nouvelle constitution? Est-ce que vous le faites parce que vous avez envie que dans la nouvelle constitution qui va venir, qu'on réfléchisse à changer notre mode de gouvernance? C'est quoi finalement le but recherché à travers ce travail? Ce travail, c'est un travail de réflexion qui doit normalement être déposé, et c'est ce qu'on va faire, à tous les acteurs de la transition. Il y a eu une restitution, c'est d'ailleurs là où votre collègue a vu, vous nous avez invités parce que vous avez vu le reportage sur la restitution. Avant cette restitution, nous avions envoyé plus de 150 lettres aux acteurs de la transition. Et si vous aviez vu la salle, il n'y était pas. Wow. Moi, non. Quand je dis aux acteurs, pas tous, je veux dire ceux qu'on a peut-être... la plupart. Voilà, la plupart. La cérémonie a été présidée par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, il faut déposer ce document. Il faut que les acteurs de la transition comprennent qu'il y a des personnes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ce sont les chercheurs, ils ne sont pas des politiques. Je rappelle encore une fois, on peut être politique personnelle, on peut voter pour qui on veut, mais ce ne sont pas des structures politiques. Mais quand la réflexion est posée, quand l'idée est posée, nous sommes capables de mener des réflexions, de faire des propositions, parce que je veux vous dire, il ne peut pas y avoir une proposition concrète qui sortira de toutes les propositions qui ont été faites par ces chercheurs-là. Parce que nous connaissons ce pays comme vous faites votre travail du matin au soir ici, vous parlez de tous les problèmes de la Guinée. Ça veut dire aujourd'hui, tous les Guinéens connaissent toujours, tout le monde connaît tous les problèmes de la Guinée. La question c'est, est-ce qu'on va être ensemble? Est-ce qu'on va accepter nos idées? Est-ce qu'on va accepter les réflexions et les contributions des autres pour pouvoir les prendre en compte et de ne pas encore une fois arriver à des structures qui ne fonctionneront pas? Alors justement, ma dernière question, vous me tendez la perche. Est-ce que ce n'est pas ce manque d'être ensemble qui se traduit dans le domaine politique, quand on sait que c'est vrai que vous avez mené la recherche sur les types de régimes? On a un peu, j'ai posé la question sur le type des élections, mais le modèle aussi des élections pose problème quand on sait que le choix des Guinéens en période électorale sont généralement des choix basés sur les régions et, permettez-moi de le dire, ça fait mal, mais sur l'ethnie. Est-ce que la recherche ne veut pas plutôt être fixée sur la psychologie sociale du Guinéen, c'est-à-dire ce manque d'unité, ce manque de choix de l'autre quand il n'est pas de mon ethnie? Qu'est-ce qui pousse les Guinéens à le faire pour finalement arriver au type de régime? Parce que tant qu'on n'a pas soigné cette plaie, aucun régime ne va marcher dans ce pays. Oui, là vous posez des questions, vous posez la question et vous donnez même la réponse à la question. D'accord. Oui, parce que... Bon, je suis un chercheur alors. Ben oui, absolument. mais les chercheurs posent des hypothèses. Hein. D'entrée de jeu, ils ne donnent pas la réponse. Ils ne donnent pas la réponse à la question. Donc de facto, je suis du CIRD. Voilà, merci beaucoup. Nous apprécions le CIRD est là pour tout le monde. Je rappelle que c'est une structure à but non lucratif. Mais vous n'avez pas consulté pour apporter nos réflexions. Si, on n'est plus par le temps. Hein. D'accord, donc je reviens sur votre question. Et alors, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir des partis régionalistes, des partis communautaires? C'est là la réflexion. Et dans ce document, vous trouverez aussi des propositions. Bien sûr que on a eu des politiciens, à un moment donné de notre histoire, qui n'ont pas été capables de proposer des programmes qui peuvent convaincre. Et finalement, ils se sont retranchés derrière l'ethnie parce qu'ils ne peuvent pas exister sans l'ethnie. Donc aujourd'hui, on a transformé les militants en l'ethnie ou l'inverse. Donc on attribue carrément un parti politique à la communauté du leader de ce parti politique-là. Et il faut arriver à avoir des leaders qui regardent les problèmes de ce pays, qui nous proposent des programmes que nous allons suivre. Mais là aussi, il faut un travail d'information que vous faites déjà. Il faut que les programmes soient informés dans toutes les langues nationales et il faut qu'il y ait une formation. Il y a quelqu'un qui avait fait une proposition sur la formation du citoyen guinéen. Il faut que le Guinéen soit un citoyen. Voilà, c'est ça.
Parce qu'on ne l'est pas encore. Il y a du chemin à faire, on est d'accord avec vous. On est malheureusement pris par le temps. Docteur Safiatou Diallo, nous venons de voir cet autre ouvrage qui est le vôtre, Politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du 21e siècle. Un mot là-dessus en 1 minute parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Le livre que je viens de voir. Alors, ce livre-là, il est tiré de ma thèse de doctorat. Il retrace l'historique du système de santé en Guinée. Comme vous le savez, depuis 1898, on a commencé à parler de santé, du système de santé moderne. Et ça a été concrétisé par la construction de Ignazdine que vous avez derrière, depuis 1904. Donc, c'est l'historique de ce système de santé-là, depuis 1904 jusqu'en 2000, que ce livre relate. Bien. Merci, docteur Safiatou Diallo. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Je vous remercie. Merci à tous de m'avoir invité. Bien, l'émission continue. Dans un instant, nous partons avec un autre invité, Maître Pana Emmanuel Bamba. Anon depuis plus de 10 ans, 14 ans pour être juste. Merci de nous rejoindre toujours dans la 3e partie de l'émission. Jacques Lévaleno, on en vient à cet autre sujet de justice. On en parlait tantôt, l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, toujours pas arrivé à la CRIEF, à la direction des investigations judiciaires. Oui, vous le savez, depuis le 29, il a été arrêté dans les conditions que j'ai expliquées ici, puisqu'il a été invité à venir répondre à quelques questions et finalement ça s'est transformé en un interrogatoire. Ça porte bien sur ce détournement, présumé détournement d'un montant d'1,2 milliard et puis d'autres éléments qu'on lui reproche. Ce que son avocat dénonce, c'est que depuis qu'il est arrivé là-bas, ça fait aujourd'hui 11 jours qu'il est aux investigations judiciaires. Il n'a pas été présenté à un juge d'instruction. Je crois que la garde à vue, c'est 3 jours qu'on peut reconduire, renouveler pour une fois ou 48 heures, je ne sais pas. Et ça a largement dépassé. Il est toujours là. Il n'a pas été présenté à un juge d'instruction. Déjà, dans le commentaire qu'on a suivi au cours de sa conférence d'hier, il indique très bien que son client avait dit que l'argent qu'on dit qu'il serait détourné se trouve au trésor, ce qui pourrait en principe à l'écouter clore l'affaire, mais il semble qu'il y a d'autres éléments que la justice recherche et donc on pourrait savoir ce qui se passe. Je crois ce que j'ai appris ce matin avec lui, c'est que finalement on est en train de décider de le déférer à la CRIEF. Je crois que ça pourrait se faire dans la journée. C'est ce qui fait que nous ne pourrons pas l'avoir certainement. L'argument selon... Maître Pana Emmanuel Bamba, qu'on n'arrive pas à joindre justement parce que certainement... Il est maintenant aux investigations. L'argument selon lequel souvent les fonctionnaires utilisent pour dire que l'argent dont on me reproche avoir détourné se trouve au trésor public, c'est pas un argument qui tient selon les juristes. L'argent peut être au trésor public, mais la destination initiale, est-ce que c'est là où c'est? Le détournement, c'est lorsque vous l'enlevez de la ligne budgétaire initiale ou l'envoyez ailleurs. Pour quelle fin? Donc c'est là la question souvent. En fait, ce que je trouve dommageable, c'est cette garde à vue au long cours. C'est quand même 11 jours. J'en parlais hier. 11 jours, ça fait quand même longtemps. Je pense que la lutte contre les prévarications doit se faire sous le sceau du respect de la loi. Le président de la transition a déclaré solennellement que la justice était la boussole qui devrait orienter l'action de chaque Guinéen. Je pense qu'il doit s'y tenir. On peut faire la lutte contre les prévarications, mais on doit le faire sous le sceau du respect de la loi. Personne n'empêche les autorités de la transition de sévir contre les fossoyeurs de l'économie guinéenne, mais ce qu'on demande aux autorités, c'est de faire ça avec le respect, avec professionnalisme, avec le respect des règles de procédure pénale. Parce que comment comprendre qu'il soit toujours là 11 jours après? C'est quand même dommageable. Il y a des gens qui ont été traînés à la maison centrale 1 mois sans qu'on les entende. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi je disais hier que nous sommes d'accord avec la justice, mais une justice qui respecte les procédures. Sinon, des personnes seront illégalement emprisonnées. Et le nouveau président qui viendra
n'aura pas d'autre choix que de les libérer parce que voilà, leur condamnation ne répond pas aux normes. Et si c'est le cas, ce qui est difficile, c'est d'enclencher cette procédure encore, une procédure qui est biaisée dès le départ. Ben, si les personnes se retrouvent dehors, enclencher encore, c'est un autre problème. Parce qu'on aura du mal à les ramener. Allez-y Antoine, pour clore. Oui, je pense que si on a tous dénoncé le fait que si certains cadres accusés de détournement, si c'est avéré que c'est le cas, qu'ils soient poursuivis, il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. On ne peut pas arrêter un citoyen, le maintenir en détention, même pas en détention, le maintenir dans un service de gendarmerie durant 11 jours. Ça fait pratiquement une semaine et quelques jours. Pour moi, c'est illégal, c'est anormal. Il faudrait que ceux-là qui appellent les gens pour les interroger fassent en sorte que ceux-ci ils sortent lorsqu'il n'y a pas grand-chose contre eux. On ne peut pas maintenir un citoyen à la gendarmerie. Là-bas, ce n'est pas une prison. C'est pas une prison, la gendarmerie. Donc, pour moi, si M. Cissé est maintenu là sans être déféré, soit à la maison centrale ou devant la CRIEF, pour moi, ceux-là qui le font, c'est une séquestration, c'est un kidnapping, simplement, parce que c'est pas normal. Attention. Non, c'est pas normal. Qu'ils essaient juste de justifier. Pourquoi on le garde juste là, mais kidnapping. Au départ, j'étais de ceux-là qui disaient que s'il a été accusé, qu'on l'a limogé, tout cela, c'était bien, mais il faudrait quand même que la procédure se fasse normalement. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup d'autres cadres sont dans la même situation. Ils sont aujourd'hui en maison centrale sans que la procédure soit respectée. C'est bien quand on est au pouvoir de vouloir maintenir les gens en détention, c'est bien beau, mais c'est parce qu'on a la force publique avec soi. Mais il faut penser aussi que quand vous le faites, on peut le faire pour vous. Pour ce qui se passe là, si M. Cissé est accusé de faits avérés, qu'on lui fasse sur la procédure normale, qu'on l'amène en détention et que la procédure suive son cours normal. On ne peut pas le maintenir en détention au niveau de Chebala Samoura et durant 11 jours et que personne n'en parle. C'est pas logique, pas normal. Pas de Chebala Samoura. Bon, c'est la brigade des investigations. Il y a un responsable. D'accord. Il y a un directeur des investigations. D'accord. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, c'est le Hawkman à la gendarmerie. Ce qu'il faut dire clairement. D'accord. Ok, ils sont voisins là-bas. C'est ce qu'il faut dire. C'est pas normal. Il faut qu'on dénonce cela. C'est pas logique, Madame So. C'est pas normal. Il commence toujours bien. C'est mal. C'est une séquestration. C'est une séquestration qu'il faut dénoncer. Il a été séquestré. Il faut qu'il sorte. Soit aller à la CRIEF ou à la... Voilà, c'était le message de Antoine Kourouma. Voilà comment nous arrivons au terme de ce numéro des Grandes Gueules de ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique, à Amadou So à gérer les sons du côté de la radio. Merci à Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Merci à Vladimir. Bon, pourquoi je dis son nom? Il n'est pas là. Il est en France. Merci à Steve le Guinéen Camara, à Noël Monemou. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision. C'était un plaisir de vous servir. À demain pour d'autres sujets.